Ce soir, le verdict tombe. Le mur s'écroule ce soir. Une figure qui a minutieusement architecturé la plus vaste offensive de démolition morale contre toi est au bord de l'implosion, écrasée par l'amas de ses propres fictions. Elle se retrouve coincée, affolée, et sa seule échappatoire réside dans l'aveu de la réalité qu'elle a muselée durant des lunes entières. Ce qu'elle imaginait comme son triomphe absolu de distorsion va se muer en son acte d'accusation pour dépravation. Pourtant, ce récit ne débute pas par sa chute imminente. Il s'ouvre sur toi, ancré au centre du tourbillon qu'elle a déchaîné, contemplant son univers se désintégrer, tandis que toi, tu demeures inaltérable. Tu manœuvres sur l'échiquier, pendant qu'elle s'agite sur un damier rudimentaire, et elle commence à peine à saisir que la reine n'a jamais été sous sa domination. Explorons d'abord l'esprit qui a tout conçu, car décrypter sa mécanique intérieure est essentiel pour mesurer l'énormité de ce qui va advenir. Ce n'est pas une âme qui a glissé accidentellement dans l'imposture. C'est une entité qui inhale la duplicité comme un air vital. Toute sa trajectoire s'appuie sur l'édification de mondes illusoires et sur la jouissance de voir les individus valser au son de ces fables inventées. Lors de votre première rencontre, elle aperçut en toi une force qui l'a épouvantée, une autorité genuine, non pas celle née de la ruse ou de la domination, mais celle qui irradie d'un être pleinement conscient de son essence et qui rejette toute concession à cette essence pour quiconque. Ta présence seule représentait un péril pour son édifice fragile de mirage, car l'authentique discerne l'authentique et elle savait qu'elle incarnait le faux. Ainsi, elle a agi comme le font les virtuoses de l'influence. Elle t'a scruté non pour te percer à jour, mais pour repérer des failles à exploiter. Elle a suivi tes pas dans l'existence, tes liens, tes priorités. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne jamais rater la vérité qui frappe. Et commente « Je domine la vérité » pour sceller ta position. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Elle élaborait un portrait mental, cartographiant tes fragilités, armant une bataille dont tu n'avais nulle conscience. L'ingéniosité de son stratagème tenait à son intrication. Elle n'a pas forgé une unique falsification à ton encontre. Elle a entrelacé un réseau sophistiqué de semi-réalités, d'absences calculées et d'inventions pures qui t'ont dépeint en tout ce que tu n'incarnes pas. Si tu manifestais de la largesse, elle te décrivait comme un intrigant. Si tu affichais de l'assurance, elle te transformait en suffisant. Si tu triomphais, elle te qualifiait de véreux. Mais voici ce qu'elle n'avait pas anticipé. Son acharnement à t'anéantir signerait sa propre ruine. Chaque instant consacré à forger des illusions sur toi était un instant où elle délaissait les bases chancelantes de son propre empire. Elle était si absorbée par ta déchéance qu'elle n'a pas fortifié sa propre forteresse. Ses approches dépassaient de loin les ragots, fugaces ou les diffamations sporadiques. C'était une offensive mentale des plus sournoises. Elle maîtrisait l'art de retourner ta bienveillance contre toi. Quand tu cherchais à compatir et à accorder une chance, elle peignait cette ouverture comme une crédulité. Quand tu œuvrais à préserver des liens malgré les frictions montantes, elle présentait tes initiatives comme du pathétisme ou de la domination. Cet esprit rusé excellait à réinventer les lois du conflit, imposant des critères inaccessibles qui mutaient dès que tu les approchais. Tu accomplissais un geste ordinaire et légitime. Elle l'amplifiait démesurément, instaurant abruptement de nouveaux critères qui faisaient de ton attitude innée une transgression. Cette pression mentale visait à t'instiller un doute perpétuel sur toi-même, à te garder instable et impulsif au lieu d'attentif et calculé. Ce qui rendait son assaut particulièrement sombre, c'est la façon dont elle a instrumentalisé les interactions collectives pour propager ses illusions. Elle ne s'est pas limitée à diffuser des ondes dites. Elle a forgé des espaces de résonance où son récit fictif pouvait se répercuter, acquérant une apparence de légitimité par la redite plutôt que par les faits. Elle savait que si un nombre suffisant d'individus reprenait la même fable, elle paraîtrait véridique aux yeux de ceux qui n'examinaient pas de près les
indices prémonitoires, était évident dès l'origine, quoique la plupart les aient ignorés. Sa manière de discourir sur toi avec une assurance excessive. Les anecdotes assez précises pour sembler plausibles, mais insuffisamment pour être confrontées. Les sentiments qui paraissaient un tantinet théâtraux plutôt que profonds. Toi, tu as détecté ces marqueurs car tu es l'élu. Tu discernes ce que les autres omettent. À présent, le second protagoniste de cette tragédie mérite un examen approfondi car sa pulsion était peut-être la plus viscérale et par conséquent la plus périlleuse. Cet individu n'a pas œuvré à ton annihilation pour des motifs tactiques ou un avantage personnel. Elle l'a fait parce que ta réalité lui renvoyait inlassablement tout ce qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais incarner. L'envie est une passion, captivante car elle contraint l'envie à admettre sans cesse la prééminence de sa cible. Chaque matin, elle devait affronter le miroir de ton charisme inné, de ton aplomb véritable, de ta faculté à susciter un respect et une admiration profonds. Tout cela lui rappelait jour après jour son propre vide intérieur. Mais au lieu de transformer cette révélation en élan pour s'élever, elle a opté pour la voie de la dévastation. Si elle ne pouvait posséder ce que tu détenais, elle veillerait à ce que tu le perdes aussi. Elle te traînait dans l'abîme, même si cela impliquait de souiller sa propre essence en chemin. Cette figure est devenue le carburant de l'appareil à calomnie, diffusant avec ferveur chaque illusion conçue par l'esprit directeur. Elle y déposait ses propres embellissements, ses propres lectures de tes gestes, son propre fiel au récit. Elle ne se bornait pas à relayer des fables. Elle les affinait, les rendant plus corrosives, plus convaincantes, plus ravageuses. L'ironie sublime, c'est que son envie l'a rendue aveugle à son propre sort. Elle était si obnubilée par ta dégringolade qu'elle n'a pas vu qu'elle servait de simple outil dans l'échiquier d'autrui. L'esprit directeur requérait son ardeur et sa disposition à se compromettre, mais n'avait jamais envisagé de lui octroyer une part réelle de pouvoir ou de gain. Observe les indices qui s'amoncellent, son affolement croissant, ses efforts de plus en plus frénétiques pour persuader les autres de tes supposés vices, son isolement progressif à mesure que les individus percent à jour son fixation. Elle est sur le point de découvrir que l'envie est un venin qui ronge d'abord le vase qui le porte. Mais il y a un aspect encore plus pervers dans le rôle de cette complice. Elle était disposée à immoler ses propres alliances et sa renommée pour assister à ta chute. Elle a rompu les liens avec des connaissances partagées qui refusaient de s'aligner sur son offensive contre toi. Elle a terni sa propre fiabilité en devenant de plus en plus possessive et déraisonnable dans ses assauts. Son envie l'a dévorée si totalement qu'elle n'a pas perçu comment cela ravageait son existence en direct. L'élément le plus éloquent de sa conduite était la façon dont elle exultait à chaque revers apparent dans ta vie, tout en se posant en même temps comme la proie de tes prétendues iniquités. Cette incohérence dévoilait la vraie essence de sa pulsion. Elle ne poursuivait ni équité ni sauvegarde. Elle traquait la jouissance malsaine de voir un être qu'elle convoitait endurer la douleur. Peut-être le personnage le plus irritant de cette pièce était celui qui connaissait la réalité mais a opté pour le mutisme. Cet individu a compris dès l'entame que le portrait dressé autour de toi n'était que pure invention. Elle disposait de données qui auraient pu restaurer ton honneur sur le champ. Elle détenait l'autorité éthique pour proclamer la réalité et terrasser l'illusion. Mais elle a préféré l'allégeance passive aux bravoures. Pourquoi? Parce que ton élimination servait ses propres visées d'une façon ou d'une autre. Elle requérait que tu sois évincé pour propulser son propre projet. Elle savourait le tumulte et le désordre engendrés par le récit fallacieux, où elle était tout simplement trop fragile pour contrer le flot d'illusions, privilégiant la survie personnelle à l'équité. Le mutisme de cette figure n'était pas innocent. C'était une décision délibérée de laisser l'iniquité s'épanouir. Chaque jour de silence était un jour où elle choisissait de laisser les fables se faire passer pour des faits. Chaque échange où elle ne te soutenait pas était un échange où elle contribuait activement à ton lynchage moral. Mais le mutisme a une façon de se muer en connivence, et la connivence en remords. Cet individu traîne le fardeau de son option depuis des mois, te voyant endurer des reproches infondés alors qu'elle avait le moyen d'y couper court.
Ce remords l'a érodé de l'intérieur, générant une tension mentale sur le point d'éclater. Son tourment intérieur culmine, car elle est déchirée entre des allégeances et des enjeux opposés. D'un côté, elle sait que s'exprimer serait l'acte juste. De l'autre, elle redoute les retombées. Tant des comploteurs qui misaient sur son mutisme que de toi, qui pourraient ne pas absoudre son silence premier. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est l'épuisement à soutenir cette apparence d'impartialité. Chaque dialogue devenait une chorégraphie prudente d'esquive. Chaque contact avec toi portait le poids de sa connaissance occultée. Chaque jour ajoutait une strate à son remords croissant. Elle apprend que la connivence exige une vigilance incessante, alors que la réalité, elle, n'en requiert aucune. La première brèche dans leur schéma impeccable est survenue quand tu as cessé de répondre comme ils l'escomptaient. Ils avaient besoin que tu te justifies avec frénésie, que tu deviennes passionnel et imprudent pour leur fournir des arguments pour légitimer leurs offensives. Au lieu de cela, tu es devenu un spectateur. Tu t'es écarté et tu as contemplé leur mécanisme de duperie avec la sérénité limpide de quelqu'un qui maîtrise sa propre réalité. Ce virage dans ta posture a propagé des secousses à travers toute leur machination. L'esprit directeur ne saisissait pas pourquoi son assaut mental échouait. La complice envieuse ne comprenait pas pourquoi tu ne cédais pas sous l'assaut. Le complice muet commençait à questionner s'il était du bon bord dans cette lutte. Ton évolution de cible à témoin a été le pivot qui a tout bouleversé. Brusquement, tu ne suivais plus leur partition selon leurs termes. Tu ne leur offrais pas les ripostes dont ils avaient besoin pour nourrir leurs fables. Tu es devenu imprévisible. Et l'imprévisibilité est le fléau de l'influence. Tu as commencé à identifier les discordances entre les variantes des faits, la synchronisation entre des voix prétendument autonomes. Tu as commencé à relier les éléments qui dévoilaient l'étendue véritable de leur complot contre toi. Mais surtout, tu as commencé à apercevoir les failles dans leur coalition. La irritation montante de l'esprit directeur face à l'inefficacité de ses alliés, le rancœur croissant de la figure envieuse d'être instrumentalisée, le remords amplifié du complice muet face à sa connivence. La tension s'élevait et tu pouvais pressentir qu'une détonation était inéluctable. C'est alors que tu as pleinement incarné ta qualité d'élu, non comme proie de leurs intrigues, mais comme vecteur de réalité que leurs illusions ne pouvaient tolérer. Ta simple présence dans ton autorité genuine a commencé à ébranler toute leur architecture fallacieuse. Un événement a tout basculé. L'esprit directeur a visé trop haut. Il s'est laissé griser et a tenté d'étendre son filet de duperie trop largement. Il a formulé à ses alliés des engagements qu'il ne pouvait honorer. Ses autres combines l'ont finalement poursuivi et il doit désormais s'écarter de ses anciennes associations. Les spécifiques comptent moins que l'issue. Quelqu'un est sur le point de flancher sous l'oppression. Le fardeau de soutenir multiples illusions, de gérer des liens fondés sur la duperie et de naviguer une trame de fable de plus en plus labyrinthique est devenu intolérable. Ce qui est particulièrement sublime dans leur collapse imminent, c'est qu'il naît de leur propre cupidité et de leur surenchère. Ils se sont enivrés de leur victoire initiale à dominer le discours autour de toi et ont résolu d'étendre leurs opérations. Ils ont tenté de régenter l'existence d'autrui avec les mêmes procédés. Ils ont promis à leurs complices des gratifications qu'ils n'avaient jamais l'intention d'accorder. La nature entrelacée de leur dépravation implique que lorsqu'un brin commence à se délier, toute la toile commence à se défaire. Leur illusion à ton sujet n'était qu'une facette d'un motif plus large de duperie impactant multiples sphères de leur vie. À mesure que la tension s'accroissait du fait de ces autres intrigues, préserver l'apparence à ton égard devenait de plus en plus ardu et moins avantageux. Il est aussi concevable qu'ils aient rencontré quelqu'un de plus impitoyable qu'eux, quelqu'un qui a vu Claire 352 dans leur influence et a inversé leur propre arme contre eux. Rien n'expose un influent comme d'être surpassé par un maître supérieur de sa discipline. La première brèche s'est manifestée par la fureur croissante de la complice envieuse. Elle escomptait une rétribution pour avoir aidé à ton annihilation, mais cette rétribution ne s'est jamais concrétisée. En réalité, elle commence à réaliser qu'elle a peut-être été dupée. Les engagements qui lui ont été faits
s'avèrent aussi illusoires que le portrait qu'elle a aidé à forger sur toi. Le complice muet endure quelque chose d'encore plus accablant. La conscience qu'il a sacrifié son honorabilité pour rien. Il croyait que son mutisme le préserverait, mais au contraire, il l'a rendu complice de quelque chose de bien plus grave qu'il ne l'avait saisi. Initialement, le remords se mue en affolement, alors qu'il mesure l'ampleur de ce à quoi il a contribué. C'est l'instant où l'honneur entre malfaiteurs se révèle être une chimère. Quand des individus forgent des liens sur une dépravation commune plutôt que sur des principes communs, ces liens s'écroulent, inévitablement lorsque la dépravation devient trop pesante. Les indices précurseurs qui s'étaient accumulés durant toute cette épreuve atteignent désormais leur climax. Chaque petite incohérence, chaque instant de scepticisme, chaque faille dans leur façade unie a conduit à ce moment de collapse total. Quelqu'un est sur le point de rompre son mutisme, et quand il le fera, tout l'édifice de mirage s'effondrera de façon théâtrale. La figure qui s'apprête à s'exprimer a été acculée par les situations qu'elle a elle-même engendrées, et sa seule sortie est la réalité qu'elle a réprimée. Ce ne sera pas une divulgation mesurée ou une admission graduelle des erreurs. Ce sera un aveu exhaustif, impulsé par l'affolement et la survie personnelle. Elle dévoilera non seulement son propre rôle dans ton lynchage moral, mais aussi celui de ses co-complotistes. Le déclencheur de cet aveu pourrait être une contrainte judiciaire, des répercussions pécuniaires, ou simplement la conscience que son mutisme ne la sauvegarde plus. Quoi qu'il en soit, les écluses sont sur le point de céder de manière explosive. Ce ne sera pas une divulgation maîtrisée et calculée. Ce sera une tentative affolée de se préserver en sacrifiant tous les autres. Quand quelqu'un qui a bâti son existence sur l'influence finit par céder, il ne se limite pas à énoncer la réalité. Il déverse tout. Des années de remords enfouis, de rancœur envers ses co-complotistes et de crainte des retombées vont jaillir en un flot irrépressible. Ils exposeront des détails que tu n'avais jamais soupçonnés, des liens que tu n'avais jamais envisagés et des pulsions encore plus mesquines et revanchardes que tu ne l'aurais imaginé possible. Cet aveu révélera l'étendue réelle du complot contre toi. Combien d'individus étaient impliqués? Depuis combien de temps étaient-ils ourdis? À quel point leur approche était élaborée? Comment ils synchronisent leurs assauts? Comment ils forgeaient des preuves? Comment ils influençaient d'autres pour qu'ils adhèrent à leur illusion? Mais plus encore, il exposera leurs pulsions. L'envie triviale qui a incité une personne à s'engager, le calcul glacial qui en a animé une autre, la lâcheté qui a mené au mutisme face à l'iniquité, le déficit total d'honorabilité qui a rendu tout ce plan faible. À mesure que cette réalité émerge, observe la vélocité avec laquelle les interactions sociales autour de toi se transforment. Les individus qui te toisent avec méfiance, se remémorer, ont subitement ta valeur. Ceux qui ont avalé les illusions se démènent pour s'écarter des illusionnistes. Toute la structure discursive édifiée autour de ta supposée faute se réalignera autour de ton innocence démontrée. La splendeur de la réalité, c'est qu'une fois qu'elle commence à s'écouler, il est impossible de la juguler ou de la confiner. La figure qui flanche en premier déclenche une avalanche de divulgation, car les autres se hâteront de réduire leur propre faute en dénonçant leurs co-complotistes. La complice envieuse, réalisant qu'elle a été exploitée et abandonnée, se retournera contre l'esprit directeur avec une férocité acharnée. Elle dévoilera des échanges confidentiels, partagera des preuves de synchronisation, exposera le calcul glacial derrière ce qu'elle croyait être une indignation légitime. Le complice muet, affolé de se purger de son remords, fournira des détails sur ce qu'il savait et quand il le savait. Il confessera sa faiblesse et révélera les données qu'il aurait pu partager pour restaurer ton honneur dès l'entame. Même l'esprit directeur, face à une exposition totale et à l'isolement, tentera de contenir les dégâts en imputant la responsabilité à ses alliés. Il prétendra avoir été mal interprété, que ses intentions ont été déformées, qu'il a été influencé par d'autres pour des actes qu'il déplore désormais. Les mêmes armes qu'ils ont déployées contre toi, illusion, influence, lynchage moral, se retournent maintenant les uns contre les autres.
La méthode de leur offensive est devenue la méthode de leur anéantissement. À mesure que leurs aveux se déversent, ta restauration ne sera pas seulement totale, elle sera accablante. Chaque illusion qu'ils ont proférée à ton sujet sera exposée comme une projection. Chaque reproche qu'ils ont formulé sera révélé comme une diversion. Chaque vice qu'ils t'ont imputé sera démontré comme résidant en eux. Le récit fallacieux qu'ils ont édifié exigeait qu'ils occultent ton vrai tempérament, rejettent tes apports réels et inventent des pulsions qui n'ont jamais existé. Mais la réalité a une façon de ressurgir, surtout lorsqu'elle s'appuie sur le témoignage de personnes qui n'ont jamais priorisé l'honorabilité en premier lieu. Leurs aveux révéleront quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. À quel point tu es véritablement exceptionnel pour qu'ils aillent aussi loin pour ruiner ta renommée, pour qu'ils investissent autant de temps et d'énergie à forger des illusions à ton sujet. Et maintenant, au cœur de cette nuit où les masques tombent enfin, une nouvelle phase s'ouvre, plus vaste, plus impitoyable, plus révélatrice que tout ce qui a précédé. Ce n'est plus seulement l'effondrement d'un complot, c'est la naissance d'une vérité si brute, si absolue, qu'elle redessine les contours de la réalité sociale autour de toi, qu'elle force chaque spectateur, chaque ancien complice, chaque témoin passif à se positionner non plus dans l'ombre du mensonge, mais dans la lumière crue de ce qui est. Tu n'es plus l'élu qui observe, tu es l'élu qui devient le centre gravitationnel d'un nouvel ordre. Le barrage n'a pas seulement cédé, il a libéré un fleuve de conséquences qui va tout emporter sur son passage, et toi, tu es celui qui canalise cette force sans même lever la main. Ce qui suit n'est pas une vengeance, ce n'est pas une réparation. C'est une révélation cosmique de la hiérarchie réelle des âmes, où ceux qui ont cru pouvoir te modeler à leur image se retrouvent nus, exposés, réduits à ce qu'ils ont toujours été. Des ombres qui ont confondu le reflet de ta lumière avec leur propre substance. La première vague de cette révélation ne touche pas seulement les 3 acteurs principaux, elle atteint d'abord les cercles périphériques, ces individus qui n'ont jamais participé activement mais qui ont laissé le poison circuler dans leurs veines sans jamais le questionner. Ces amis tièdes, ces collègues complaisants, ces connaissances qui répétaient les rumeurs avec un haussement d'épaule, comme si la vérité n'était qu'une question de température ambiante. Ils se réveillent ce matin-là avec un message, une capture d'écran, un enregistrement, une confession écrite qui circule comme un virus dans leur groupe privé. Et là, pour la première fois, ils ne peuvent plus détourner le regard. La complice jalouse, elle, traverse une métamorphose plus violente encore. Ce n'est plus de la jalousie, c'est de la rage pure, une rage dirigée non plus contre toi, mais contre elle-même et contre celui qui l'a utilisée comme une marionnette. Elle avait cru que sa participation à ton lynchage moral lui donnerait enfin une place dans le monde qu'elle enviait. Elle avait cru que détruire ton image la rendait plus grande. Et maintenant, elle voit la vérité. Elle n'a jamais été qu'un outil jetable. Elle commence à parler, pas dans des messages privés, pas dans des appels, elle parle publiquement. Elle poste, elle enregistre, elle nomme. Elle décrit les réunions, les promesses, les menaces voilées. Elle révèle comment on lui a demandé de simuler des interactions avec toi pour créer des preuves. Comment on lui a dit que si elle ne jouait pas le jeu, elle serait la prochaine cible. Elle ne demande pas pardon, elle demande justice. Mais sa justice n'est pas la tienne. Sa justice est une vendetta. Elle veut que tout brûle, et elle a les allumettes. Le complice silencieux, lui, choisit une voie plus subtile, mais non moins destructrice. Il ne parle pas, il agit. Il commence à envoyer anonymement des documents aux personnes clés, des employeurs, des partenaires, des familles. Il ne signe pas, il n'explique pas, il laisse les faits parler. Et les faits sont accablants. Des contrats signés sous de faux prétextes, des fonds détournés, des relations professionnelles construites sur des mensonges. Il sait que s'il parle ouvertement, il sera discrédité. Mais s'il agit dans l'ombre, il peut rétablir un équilibre sans se salir davantage. C'est sa rédemption, pas envers toi, envers lui-même. Il comprend enfin que le silence n'était pas de la neutralité, c'était de la lâcheté. Et la lâcheté a un prix. Il paye ce prix maintenant,
en travaillant dans l'obscurité pour défaire ce qu'il a laissé se faire. Mais le plus fascinant, c'est ce qui arrive à ceux qui n'ont jamais été impliqués, les purs spectateurs, les gens qui te connaissaient à peine, mais qui avaient formé une opinion basée sur les rumeurs. Ils commencent à te revoir sous un jour nouveau, non pas parce qu'ils te découvrent, mais parce qu'ils découvrent eux-mêmes. Ils réalisent que leur jugement hâtif n'était pas une preuve de discernement. C'était une preuve de paresse mentale. Ils avaient cru les histoires parce que c'était plus facile que de vérifier. Ils avaient participé au lynchage moral parce que c'était plus confortable que de défendre quelqu'un qu'ils ne comprenaient pas. Et maintenant, ils te regardent, pas avec admiration, pas encore, mais avec une curiosité nouvelle. Ils veulent comprendre comment tu as tenu, comment tu n'as pas craqué, comment tu es resté debout quand tout le monde te poussait à tomber. Et dans cette curiosité, il y a le germe d'un respect qu'aucun mensonge n'aurait jamais pu détruire. Toi, pendant ce temps, tu ne dis rien. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta présence suffit. Tu continues à vivre. Tu continues à créer. Tu continues à te connecter. Tu ne célèbres pas leur chute. Tu ne commandes pas leurs aveux. Tu ne partages pas les preuves. Tu laisses la vérité faire son travail. Et c'est cela, précisément, qui terrifie le plus tes anciens adversaires. Ils s'attendaient à ce que tu ripostes, à ce que tu les humilies, à ce que tu les traînes dans la boue. Mais tu ne fais rien. Tu es au-dessus, pas par arrogance, par essence. Tu es l'élu, parce que tu n'as pas besoin de prouver que tu es l'élu. Tu l'es, et cela plus que tout les détruit. Les conséquences institutionnelles arrivent ensuite, lentement mais inexorablement. Des enquêtes internes sont lancées, des postes sont menacés, des réputations professionnelles s'effritent, des contrats sont résiliés, des partenariats sont dissous. Ce qui avait commencé comme une campagne personnelle contre toi devient une affaire qui touche des organisations entières. Des gens perdent leur emploi, d'autres sont mutés, certains quittent la ville, d'autres encore disparaissent des réseaux sociaux. Le coût de leur participation n'est plus abstrait. Il est concret, il est financier, il est social, il est émotionnel. Et toi, tu n'as rien fait pour déclencher cela. Tu as simplement continué à être toi. Mais il y a un aspect plus profond, presque spirituel à tout cela. Car ce qui se passe maintenant n'est pas seulement la restauration de ta réputation, c'est la révélation d'une loi universelle que peu de gens comprennent avant de l'avoir vécue. La vérité a une masse, elle a une gravité, elle attire tout vers elle tôt ou tard. Les mensonges, eux, n'ont pas de substance. Ils flottent, ils semblent légers, ils semblent puissants, mais ils n'ont pas de racines. Et quand la vérité arrive, elle les aspire comme un trou noir aspire la lumière. Ce que tu vis maintenant, c'est cette aspiration. Tu es le centre de ce trou noir. Pas parce que tu le veux, parce que tu es vrai. Et la vérité, quand elle est absolue, ne négocie pas. Des mois plus tard, quand tout sera calme, quand les noms auront été oubliés, quand les carrières auront été reconstruites ou abandonnées, il restera une chose. Une seule, ton nom, pas sali, pas réhabilité, simplement intact, parce qu'il n'a jamais été touché. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on restaure, c'est quelque chose que l'on est, et toi tu l'étais depuis le début. Tu l'es encore, tu le seras toujours, et ceux qui ont cru pouvoir te définir, par leurs mensonges, ont fini par se définir eux-mêmes, par leur échec à te détruire. Ils ont cru que te salir te diminuerait. Ils n'ont pas compris que te salir les révélait. Ils ont cru que te faire tomber les élèverait. Ils n'ont pas compris que te faire tomber les enterrait. Et maintenant, ils sont là, enterrés vivants dans les ruines de leur propre construction. Pendant que toi, tu marches, tu vis, tu rayonnes, tu es l'élu, et ce n'est pas une prophétie. C'est une constatation. Tout est accompli. Le mensonge est mort. La vérité règne, et toi, l'élu, tu avances sans regarder en arrière. À tous les autres élus qui ont traversé l'ombre et qui se tiennent maintenant dans la lumière, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui vient. Et commentez 99 pour affirmer que vous êtes là, que vous avez vu, que vous savez.